le podcast de François René. Cette émission vous est présentée par le Voyagiste de Québec et Voyage USA. Showbiz, voyage et nostalgie. De Québec, de Floride ou d'ailleurs dans le monde, voici François René. Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs. Tranquillement, pas vite, nous nous préparons à notre retour à Québec. Notre saison d'hiver se termine ainsi après-demain, le 7 mars, parce que nous nous préparons pour notre voyage aux Galapagos. On s'en va à Quito, on s'en va en Équateur, on part du côté de l'Amérique du Sud, où je vous rapporterai avec Stéphanie de magnifiques images, croyez-moi. Je suis sûr, avec les tortues géantes là-bas, puis avec tout ce paysage magnifique. On ira également au Pérou, donc on montera sur cette fameuse montagne sacrée, Michu Picchu. Alors, il y aura des choses à voir, des reportages à vous faire pour notre retour, bien sûr. Soit à Voyage Magazine, avec Mélissa, notre émission de voyage qui continue toujours à Télémag, qui est là depuis 10 ans maintenant. Et puis, devant le succès de cet hiver, de ce qu'on a vécu, Télémag voudrait que nous revenions en septembre pour une autre série, si vous voulez, du podcast de François René, qu'on continue à vous présenter showbiz, voyage et nostalgie, souvenirs d'antan, un peu le but qu'on s'était donné cet hiver en Floride. Alors, aujourd'hui, d'ailleurs toute la semaine, cette première semaine de mars 2025 a été marquée par de nombreux souvenirs. Par exemple, c'est le 3 mars, comme lundi passé, en 1927, que Time Magazine avait publié son premier numéro. Time, c'est important, hein? À l'époque, on disait l'homme de l'année. Heureusement, maintenant, on dit la personnalité de l'année, parce qu'une femme peut être, avec toutes les occupations et les responsabilités des femmes d'aujourd'hui, en politique en particulier, et dans beaucoup d'autres sphères, il y a également des femmes qui font la première page du Time, comme Michelle Obama, qui l'a déjà fait, ou d'autres. Alors, personnalité de l'année, ça, c'est Time Magazine, qui existe depuis donc 1927. C'était aussi cette semaine l'anniversaire de Jacques Tanguay. Lundi, on était sur une émission en direct depuis la croisière. C'est pour ça que je n'étais pas en ondes dans ce studio pour cette émission-là. Mon copain Jacques, homme d'affaires remarquable dans la région de Québec. Et M. Tanguay a fait tellement de choses. Il nous a aidé beaucoup, les gens des communications. Personnellement, je dois beaucoup à la famille Tanguay, pour m'avoir engagé pendant une dizaine d'années comme porte-parole de Liquide Meuble à l'époque qui leur appartenait. Avec M. Maurice, son papa, j'ai fait de nombreuses émissions, participé à des tirages de la maison Tanguay, Expo Québec. Jacques a participé à la commandite de plusieurs des émissions à la télévision, à mes spectacles de Noël, enfin. C'est des gens merveilleux pour la région de Québec, président des propriétaires des Remparts à une certaine époque, et puis de l'équipe des Alouettes, pas des Alouettes, mais de nos Rouges et Or à l'Université Laval. Alors, Jacques Tanguay, joyeux anniversaire aussi. Air Canada, 64 à aujourd'hui, quand même important, pareil. Avant, ça s'appelait, je pense, quand j'étais jeune, c'était Trans-Canada Airlines. Et à partir de mars 64, ça a été Air Canada 64, donc quelque chose d'important. L'anniversaire aujourd'hui de Réal Desrosiers, le batteur de Beau Dommage parmi les Québécois. Et puis, terminant aussi en disant que j'ai un souvenir de jeunesse que je vais vous partager parce que le photographe avait pris cette photo en 1960
Et c'est une photo qui va demeurer, hein, qui va passer à l'histoire, celle de Che Guevara. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un poster de Che Guevara. Les jeunes de mon âge, là, quand on avait 20 ans à l'époque, c'était très important, Che Guevara. Il y a des gars même qui se faisaient pousser la barbe. Vous me direz que c'est commun aujourd'hui, ça l'était moins à l'époque. La barbe et puis le béret. Et il y avait des posters qui se vendaient. C'était vraiment une idole de toute une génération, Che Guevara. Et puis le photographe Alberto Corda avait pris cette photo un 5 mars en 1960, une photo qui a fait le tour du monde, que tout le monde connaît, bien en vert, avec son béret Che Guevara. Et même le photographe n'avait pas voulu demander les droits, hein, faire respecter ses droits d'auteur pour cette photo. Imaginez l'argent qu'il a perdu, cet homme Corda. Incroyable. Même la fameuse vodka Smirnoff, la vodka russe, a pris l'image en question, la photo en question du 5 mars 1960 pour identifier la vodka Smirnoff, l'une des plus populaires au monde. Alors, c'est bien des petits souvenirs. Et je termine par Hergé, évidemment, qui est mort un 5 mars en 1983, qui a inventé ce personnage que j'ai tant aimé, qui m'a donné le goût de voyager, le fameux journaliste sans peur et sans reproche, Tintin. Hergé, Gérard Rémy, avec les initiales tournées à l'envers, c'est devenu Hergé, l'auteur extraordinaire, inoubliable de Tintin. On va s'arrêter après la pause, mesdames, messieurs, et on va aller retrouver Pierre Jobin, qui nous a fait bien honneur en étant l'animateur, modérateur du débat des chefs du Parti libéral canadien. Et on va le retrouver dans un moment. Restez là. Eh bien, on poursuit l'émission. La semaine dernière, évidemment, on a suivi pour la plupart d'entre nous, même ici du côté de la Floride, le débat Coast to Coast, d'un océan à l'autre, qui a été présenté sur les réseaux français, sur deux chaînes à la fois, autant LCN que RDI. Et vous avez remarqué, évidemment, le modérateur, l'animateur du gala était notre ami Pierre Jobin, qui travaille avec nous. On était bien fiers de le voir, camarade de travail depuis le Voyagiste de Québec et accompagnateur de plusieurs de nos voyages. Alors j'ai dit, il faut que je prenne du temps pour lui en parler, le féliciter et lui parler un peu de cette expérience qu'il a vécue. Bonjour Pierre. Ça va bien? Ça va très bien, bravo. Écoute. Derrière moi, ce sont les pentes de Stoneham. Il neige en ce moment, là. Ah, OK. En ce moment, tu es retour à Québec. Oui, je me promène entre Québec et Montréal, c'est ça. Ouais. Ah oui, il fallait te reposer un peu. Tu as fait du bon travail, bravo. Moi, j'étais bien fier de toi. J'avais l'impression que tu un chum de travail de tous les jours qui avait ce travail à faire qui était quand même très important. Ça prend beaucoup de préparation quand même. Ça prend énormément de préparation, François. Écoute, j'ai travaillé très fort à regarder mes questions, à regarder... Et là... Aussi, on découvre que ça passe partout au Canada, c'est traduit simultanément en anglais. Donc, les propos qu'on a sont vus par toutes les provinces. Alors, c'est quand même une grosse responsabilité. Les candidats ont une responsabilité, mais toi, tu veux être sûr de poser des bonnes questions pour pas qu'après, ce soit, mais quelle espèce de modérateur mal informé ou qui connaissait pas les dossiers importants. Alors, ça m'a demandé vraiment un très, très gros travail de préparation pendant plusieurs jours à regarder les promesses, à regarder les problèmes entre le Québec et le Canada pour essayer de poser les questions les plus précises, entre autres sur la Constitution du Québec, sur la loi sur la laïcité. Alors, il fallait un petit peu bien se préparer puis attendre leur réponse. Je me serais attendu à peut-être plus de prise de bec entre eux, mais c'est pas arrivé non plus au débat en anglais. Au débat en anglais, ils ont été très prudents. Ils ne se sont pas fait d'attaques trop sévères entre eux. Mais bon, c'est quand même une belle expérience, François. Ben, je comprends. Tu parles de préparation, évidemment, mais comme modérateur, des fois, il y a des gens qui ouvraient l'émission, qui présentaient les gens, faisaient bien leur travail, puis on les voyait quasiment plus après. Alors que toi, tu as posé beaucoup de questions, puis tu étais très présent pendant les 2 heures du débat. Ben oui, puis il n'y avait pas de télésouffleur, il n'y avait pas rien. C'était mes notes, mon texte que j'avais pas mal maîtrisé au cours des derniers jours et tout.
Et même à un certain moment donné, Mme Gould me demande, puis c'est le moment du débat, elle me dit, est-ce que je peux parler? Mais je dis, Mme Gould, parlez, c'est un débat, débattez entre vous. Alors, intervenir comme ça, puis dire à un moment donné, M. Carney, vous n'avez pas répondu à ma question, c'est oser le faire. Et après une retraite de la télévision, ça fait quoi, environ 4 ans, pour moi, c'est revenu, en tout cas, c'est revenu d'un Naturel. certain naturel. Là, c'est comme faire du vélo. Hein? On dit qu'on ne perd jamais le vélo, alors j'imagine que c'est la même chose un petit peu pour la télévision. François, tu le sais, c'est la même chose de ton côté aussi. Là. Ben oui. Puis en te voyant, je disais à Stéphanie qui était avec moi, mon Dieu, Pierre, il a pris sa retraite au jeune. Tu passes tellement bien encore à la télé, Oui. très à l'aise, Mhm. jeune, en forme. Oui. Je me dis peut-être que par moment, tu te dis, c'est vrai que j'ai débarqué de bonne heure de la rail. J'ai pas débarqué de bonheur de la ride quotidienne de 50, 60 et plus heures par semaine, à toujours être sur le gun, puis dans les dernières années à Cogeco, à diriger 40 personnes. Ça, c'est un peu lourd. Mais tu sais, je te donne un exemple. Claude Poirier a fait une émission sur le crime. Il y aurait éventuellement une émission dans un canal spécialisé sur l'histoire ou sur la crime ou sur la politique, où là, François, tu le sais, tu fais à peu près la même chose. Pendant quelques semaines, c'est assez intense. T'enregistres tes choses, t'enregistres tes émissions, mais t'es pas pris 52 semaines par année à 60-70 heures par semaine. Et moi, Évidemment. ben oui, le choix que j'ai fait, François, c'est de voyager, c'est de profiter de la vie, parce que oui, ça va bien d'être en santé, mais vieillir, on dit que c'est un privilège, vieillir en santé encore plus. Alors, pendant que j'ai le temps de voyager, puis comme tu dis, d'accompagner des groupes, ça me fait plaisir de le faire, mais oui, une quotidienne, non, mais un jour, une émission de télévision, pourquoi pas? C'est quelque chose qui pourrait Ouais. peut-être m'intéresser, mais pour l'instant, je fais du sport, je vais au gym, je m'entraîne un petit peu, je fais du ski et je voyage. Et je fais un débat une fois de temps en temps au niveau politique. Oui, oui, ben c'est pas que tu t'ennuies dans la vie, c'est juste le fait que Non, tu as encore la forme, oui, euh, la présence qui est toute là oui. et ton expérience. Écoute, on n'est pas 30 ans ou à peu près chef d'antenne sans que ça revienne, comme tu dis, si tu avais fait du vélo hier. Pour toi, tu es retombé dans tes vieilles chaussures, là. Exact. Mais là, tu sais, tu as devant toi quand même potentiellement le prochain premier ministre ou la prochaine première ministre. Quelque Ce sont chose. des gens d'expérience qui connaissent leur dossier, en tout cas en grande partie, du bout des doigts. Alors, toi aussi, tu dois être quasiment aussi renseigné qu'eux pour pas te faire dire pendant un débat, même si je veux bien, qu'est-ce que vous venez de dire là, c'est pas les bons chiffres que vous avez ou c'est pas telle situation. Hmm. Alors, ça non plus, tu veux pas que ça revienne contre toi. Alors, mais tu sais, oui, tu as raison de dire qu'à 62 ans, avec des politiciens qui étaient devant moi, je suis rendu là, François, je suis rendu que j'interroge des politiciens qui sont plus jeunes que moi. Alors, c'est une belle expérience, mais, Ouais. mais oui, je souhaite bien vieillir, puis si ça se présente encore, mais ça me fait. Je fais des activités de formation à l'occasion avec des entreprises. Et quand je voyais aussi ce débat-là, je me dis, bon, il y a des campagnes électorales qui s'en viennent. Un jour, il y a des candidats ou il y a des gens dans des entreprises qui doivent se préparer à débattre entre eux. Alors, c'est peut-être un autre aspect, une autre corde à, Ouais. à l'arc que je peux m'ajouter là. Ouais, puis tu donnes des conférences aussi à l'occasion. Oui, exactement. Je suis allé, entre autres, à l'école d'entrepreneuriat de la Beauce. Je l'ai fait aussi pour certaines entreprises. Alors, oui, ça nous garde occupés, ça nous garde jeunes. Et puis, mais peut-être un jour la télévision, mais pas dans un créneau quotidien et très, très demandant. Là. Moi, Ouais. François, j'étais à 5h30, 6h le matin, je commençais à envoyer des textos. C'est arrivé très souvent, j'en envoyais au maire Labaume à 6h30 pour lui dire je veux t'avoir sur mon émission ce soir ou à d'autres politiciens. Je le faisais très tôt le matin pour être sûr de l'avoir en priorité, pour être sûr qu'ils nous disent oui. Alors, c'est pas. Tu sais, les gens disent ah oui, c'est facile ta job, tu es une demi-heure par jour à la télévision. Non, non, c'est pas ça. Ça, oui, en effet, c'est le côté facile, mais toute la préparation, les réunions, s'assurer qu'on a la bonne nouvelle, qu'on manque rien, je pense que ça a été ça tout au cours de ma carrière. Et ça, c'est très demandant quotidiennement. Ouais. Quand tu me dis, bon, je fais ça, les communications, ce qui ne veut pas dire que, bon, tu fais des conférences ou autre chose. J'ai pensé que tu disais, mais peut-être faire de la politique, parce que tu as dû être demandé, toi. Ah oui, Connu et populaire comme tu étais, il y a des partis certainement qui auraient voulu t'avoir comme ça a député. été demandé à tous les niveaux, à tous À les tous niveaux. les niveaux. Et même avec des promesses de limousine, mais non, c'est pas quelque chose ça prend énormément de courage, ça prend énormément de dons de soi, puis de vouloir, ben, je ne dis pas que je ne veux pas aider ma société, c'est pas ça, mais tu es un politicien, puis tu travailles
jour et nuit, quasiment, soir et fin de semaine. Tu as des rencontres qui n'en finissent plus. Tu te fais, excuse-moi l'expression, mais tu te fais blaster sur les médias sociaux, tu En te fais plus. injurier, tu te fais. Bon, et tu sais, il y a plein de jeunes filles, entre autres, des hommes aussi, mais récemment, c'était plus des jeunes femmes qui avaient décidé de faire le saut en politique municipale qui ont peut-être trouvé ça un petit peu plus tough qu'elles pensaient. Pas le travail comme tel, mais les critiques, d'affronter des gens au conseil municipal, ça prend une carapace. J'en ai Oui. une carapace, j'aurais pas de problème, j'aurais du fun là-dedans. Mais je veux pas, donc je pense que quand on a une bonne qualité de vie qu'on s'est donnée, on veut la maintenir en se gardant occupé un petit peu. Ouais. Et les voyages que je fais avec les groupes, François, j'ai accompagné 2 groupes de 30 ou même 3 groupes, un de 20 puis deux de 30, je pense. C'est un autre plaisir de rencontrer des gens de tous les milieux, de plusieurs régions du Québec, de découvrir des pays avec eux, d'échanger. Des gens qui me disent, mais on pensait que vous étiez plus straight que ça parce qu'on vous voyait à la télévision, mais on a du fun avec vous. Mais oui, c'est à peu près ça. C'est pas parce qu'on fait un métier public qu'il faut nécessairement être inaccessible. Alors, j'ai beaucoup de plaisir aussi quand j'accompagne ces Oui, voyages. tu as une image, évidemment, quand Oui, on anime un débat politique pour le prochain premier ministre du Canada à oui, travers tout le pays, oui. sur toutes les chaînes qui existent qui parlent de politique, c'est quand Oui. même un décorum que tu dois avoir, que tu n'es Ben pas oui. obligé en safari puis en te promenant sur la Côte Ben d'Azur non. avec nos voyageurs. Exactement. Puis ça, je vais mettre ça dans mon CV. Ça va peut-être m'aider à me trouver un emploi. J'ai animé un débat. Ah oui, oui, c'est ça. Parce qu'il y en a des débats des fois dans les voyages aussi. Oui, Ça, oui, oui, c'est ça. ça nous arrive qu'il faut trouver des arguments pour Ouais. un, un petit empanchement, un petit trouble qui se présente Oh, ou un oui. empêchement de quoi que ce soit. Ben, en journaliste, François, il faut être très débrouillard très rapidement. Et Oui. ça, je pense qu'on dit que le journalisme mène à tout, entre autres. Mais Il oui, faut d'en sortir. oui, à condition d'en sortir. Mais ça fait partie de ça aussi, d'aider les gens ou de s'assurer. Et l'autre fait, François, c'est que moi, cette semaine-là, quand j'ai travaillé avec les organisateurs du Parti libéral, ça a été en anglais une grande partie de la semaine au niveau des réunions qu'on avait. Mais ça, c'est la même chose pour bien des voyageurs du Québec qui n'ont pas eu la chance ou l'occasion d'apprendre le français, par exemple, dans leur jeunesse ou un peu plus tard. Et là, ça, c'est dans des pays où c'est anglophone en grande partie. Sur la planète, on parle pas mal partout anglais. Euh, alors, de savoir qu'un accompagnateur est là, qu'il est bilingue, qui peut les aider. Il y a un monsieur récemment, il voulait simplement changer de chambre parce qu'il y avait un problème, il entendait trop de bruit, mais même le demander en anglais, pour lui, c'est impossible. Alors, tu l'accompagnes. Ce sont des petites choses. Pour moi, c'est pas très lourd, mais il faut être là, puis il faut les accompagner. Puis ça me fait plaisir de le faire. Oui, puis il faut que ça te fasse plaisir, puis il faut Mhm. que tu te sens à l'aise dans ce rôle-là, ce que tu es, je le dis publiquement. Ouais. On a eu pour ta dernière croisière aux Antilles, d'ailleurs, c'était très bien parce que je t'ai trouvé plus beau, plus en forme et euh, OK. plus Oui. belles années que tous les autres. On était bien Oui. fiers de ça. On dit, il arrive dans des Antilles, ça tombait bien quand même. Mais dans Oui. ce voyage, on a actuellement la réception des commentaires absolument positifs à ton égard et Bon, excellent. pour la nourriture, pour le navire, etc. Mais ça prend ça aussi, aimer les gens puis vouloir partir en voyage. Exactement. Puis accepter accepter en effet de les aider, de leur parler, de prendre le temps de le faire. Récemment, il y a un monsieur qui était seul dans son voyage qui nous a demandé de l'accompagner un peu plus que les autres. Ça nous a fait plaisir de le faire aussi. Alors, Ouais. c'est d'écouter les demandes des gens. Puis en général, ça se passe très bien. Et il y a une autre chose aussi qu'il faut découvrir. Souvent, il y a une idée préconçue que les voyages organisés, c'est pour les petits vieux, puis c'est plate. C'est bon. Il Ouais. y a des gens qui disent ça, je l'ai Des entendu. préjugés. Oui. Mais des préjugés. Mais ça dépend des voyages que tu fais. Mais les voyages, comme quand je suis allé au Maroc ou au Kenya, il faut que ce soit organisé. C'est dans un pays, tu es à l'autre bout du monde, il faut que ce soit organisé. Et puis les horaires sont stricts. On part à 9 heures parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et à voir, mais c'est pas quelque chose que tu peux le faire par toi-même, j'en conviens. Mais quand c'est organisé, c'est pas nécessairement c'est pas plate parce que c'est organisé. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, j'aime autant, ben, si tu veux faire ton voyage avec ton pack-sac, fais-le, ton voyage avec ton pack-sac. Mais si tu as un budget pour une période de temps, je pense que les voyages organisés, aujourd'hui, c'est pas comme ceux peut-être d'une certaine époque, là. Et pour Non. revenir à mon teint, François, dans les commentaires que j'ai eus sur
sur X, il y a quelqu'un qui a écrit Est-ce que je pourrais connaître la couleur Sico de Pierre Jobin, s'il vous plaît? Je ne lui ai pas répondu, bien sûr. Ah ben oui, il y en a toujours, mais on peut le dire que la couleur était très naturelle Oui, et d'un beau voyage de soleil oui, que tu as fait avec nous. oui, D'ailleurs, on planifie avec Stéphanie, tu parlais de voyages bien organisés dans des oui. endroits où c'est presque essentiel d'y Oui, aller de cette façon-là. On exact. pense à te proposer l'Asie pour Oui, l'an prochain, début 26. Alors, c'est un bon exemple, Hong Kong, le oui, Vietnam, la Thaïlande, Singapour, bon, des endroits où il faut quasiment avoir de l'aide oui. de voyagistes pour pouvoir faire ces pays-là et ne rien manquer sur place. Et, et ce que j'aime faire aussi, j'aime ça, je crée, je l'ai fait dans la majorité des voyages que j'ai fait, c'est un groupe Messenger, un groupe Facebook, où tous les passagers ont ça. Moi, je leur transmets beaucoup d'informations, presque en temps réel. Je leur dis, fermez votre sonnerie de téléphone parce que ça se peut que je vous envoie des courriels à 5 heures du matin. Mais ce que j'aime, par exemple, j'allais chercher sur un tel pays, tel climat politique, ou d'où vient telle chose. Alors, je m'amuse à fouiller sur Internet, puis je prends des captures d'écran, puis je leur envoie des renseignements. Le prochain voyage que je fais, ce sont les îles britanniques, puis l'Écosse, l'Irlande et tout, la même chose. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de chicanes, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de disputes dans ce secteur-là. C'est pas seulement de voir des beaux paysages. Alors, quand je peux envoyer des petits renseignements comme ça, c'est le côté journaliste qui ressort. Je le partage aussi avec les Ouais. voyageurs. Ouais. Parce que même dans les voyages personnels que tu as faits avant Mhm. d'accompagner des groupes comme tu le fais, histoire de passer le temps puis de vivre autre chose, tu as quand même eu l'occasion, en voyage, de vivre des Oui, expériences uniques. Tu m'as raconté, par exemple, à Cuba. C'est oui. quelque chose d'assez mémorable, là. T'as jamais vendu une excursion comme ça, François, des funérailles d'un pape puis des funérailles de Castro, là. T'as jamais vendu d'excursion comme ça. Ça, c'est sûr. Oui, En tout cas, non, pour le pape, il va falloir se préparer. Mais dans ouais. ton cas, tu étais là en vacances. Oui, oui, et en plus, moi, j'avais dit à mon patron, je partais le vendredi matin. Le jeudi, je dis à mon patron, parce que Castro est mort, ça a été annoncé le samedi matin, il est mort dans la nuit de vendredi à samedi en novembre. Je dis à mon patron, je m'en vais à La Havane. S'il y a quelque chose, si Castro meurt, vous m'appellerez. Je dis ça avant de partir. Et c'est moi, encore une fois, avec mon matin, mes heures matinales, je descends dans le hall de l'hôtel prendre un café. Je pense qu'il était 5 heures du matin. Et là, je vois tout le monde agglutiné autour de la TV. Puis je dis à la dame qui est passée à la señorita, dans mon excellent espagnol. Et elle me dit, Fidèle es-muerte. Alors là, tout de suite, je suis allé chercher mon téléphone, j'ai appelé un taxi, puis je suis allé à la place de la Révolution. Et là, ça me prenait Skype, j'avais pas Skype. Et pour avoir Skype à Cuba, François, ça m'a pris 20 minutes pour le downloader, mais finalement, ça a fonctionné. Ça a bien marché. Puis j'étais le seul journaliste de la planète à la place de la Révolution le matin de la mort de Castro. Il n'y en avait pas d'autres, ni de l'île, ni des correspondants américains. Alors, pour moi, c'est un beau souvenir de. Mais j'étais Oui. là en vacances, en effet. Oui, je m'en allais en vacances pour une semaine, puis pendant 4-5 jours, j'ai travaillé, mais c'est devenu des vacances de couvrir la mort de Fidel Castro, puis d'être en avant de tout le monde, parce que l'autre affaire, c'est que moi, je ne me suis pas fait accréditer comme journaliste là-bas, alors que les journalistes suivaient, entre guillemets, en troupeau avec les autorités cubaines. Mais moi, j'étais freelance, puis je me promenais avec mon cellulaire, puis j'envoyais des vidéos et des données. Ça fait que, encore là, débrouillardise, mais ça a été une belle expérience aussi. Mais ça, c'est ce qu'on appelle être au bon moment, Oui, hein, dans le bon temps et au bon oui, moment, oui. exactement, oui. Oui, oui. Et puis, le pape, c'est un peu la même chose également. C'est des beaux hasards de la vie qui fait que, comme on est journaliste ou qu'on est communicateur, on peut en profiter et Oui. apporter des exclusivités parce que tu étais vraiment le seul, là. Oh oui, puis c'est ça, le journalisme, c'est ce que je dis des fois à des jeunes journalistes. D'abord, on est journaliste 24 heures sur 24, 365 jours par année. C'est pas vrai que si tu veux faire ce travail-là, un jour, tu peux pas dire, moi, c'est de 9 à 5 du lundi au vendredi. Alors, j'ai eu des appels le soir. Quand Marcel Aubu a démissionné, c'est Dimitri Soudaz qui m'a appelé à 1h30 du matin pour dire, Marcel Aubu va démissionner du comité olympique demain matin. J'étais seul à l'avoir, mais le téléphone a sonné à 1h30 du matin. Alors, tu sais, c'est un travail passionnant dans lequel aussi on est payé, François, pour apprendre. À chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau dans Mhm. l'actualité. Alors, Ouais. c'est un métier passionnant puis qui doit nous garder alerte. Alors, Alerte, oui, oui, oui. oui. En tout Mm. cas, tu as excellé 28 ans comme chef d'antenne, Oui. plus toutes ces exclusivités dont on vient parler. C'est rassurant pour les gens qui
ont ou auront à partir avec toi en voyage parce que ce que les gens veulent de nous quand on accompagne, c'est la confiance. C'est la meilleure chose à offrir. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Ils Oui. partent avec notre accompagnateur, Pierre Jobin, en plus quelqu'un de bien connu, avec une grande notoriété. Alors, ils sont en confiance. C'est ça le Exact. secret. Oui, puis il y a des gens qui, malgré tout, François, sont un petit peu insécures à l'extérieur de leur environnement, de leur maison, dans Ouais. un autre pays. Alors, on les rassure à ce moment-là, puis je pense qu'ils apprécient cela. C'est un peu, j'appellerais ça, c'est un client qui me disait ça sur le bateau. Avoir un accompagnateur, c'est comme une assurance que s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, vous êtes là. Alors, je pense qu'il y a bien décrit que quand ça va bien, il y a des excursions et tout, on a du plaisir, mais si des fois ça allait mal, ben, on est là pour réagir. Oui, oui. Ben écoute, on va te retrouver sur nos voyages. On t'en propose un autre là en Asie. Tu Oui. regarderas de ton côté si le temps te permet de le Mhm. faire parce que nous, on est aussi en confiance quand Pierre Jobin part Bon. avec Hélène, d'ailleurs, ta conjointe, Oui. qui s'implique beaucoup avec toi dans les voyages. Mhm. Alors, ça nous fait toujours plaisir de vous voir partir avec nos groupes. On aura l'occasion d'en reparler aussi sur nos autres émissions. Mais aujourd'hui, en fin de série pour la Floride, je trouvais ça vraiment le fun de prendre le temps de parler d'abord parce que tu es avec nous chez le voyagiste, mais surtout, tu es bien fier de toi et Ouais. j'ai bien aimé te revoir à la télévision. Tu as fait le bulletin le téléjournal en plus avec une question à l'écran Oui. avec Céline Galipo. Mhm. Ben oui, écoute, c'est c'est- c'est- c'est une carrière, François, à télévision qui s'est bien terminée par Cogeco, à la direction d'information à Montréal. C'est quand même la station la plus écoutée. Une station importante avec une grande influence à Montréal et même au Canada. Et ben, par la suite, il y a cette retraite-là, les voyages, un débat comme ça qui est quand même un événement prestigieux. Alors, c'est un bel atterrissage de carrière. Puis s'il y a quelque chose qui se présente, on ne sait pas, dans certaines émissions un jour, ben, ça me fera plaisir de le faire peut-être. En tout cas, en conclusion, on peut dire que tu connais déjà qui que ce soit. Tu as serré la main au prochain premier ministre du Canada. Ben, ça dépend. Ça peut être M. Poilievre aussi, on ne sait pas. Oui, Ça dépend. oui. Ben, il va l'être, en tout cas, quelque temps, le temps Quelque de temps, déclencher c'est les ce que je élections. veux Mais tu dire. as raison. Oui, là-dessus, le temps de déclencher les élections, en effet, oui. J'ai même une photo avec eux. Alors Ah, là, ben parce que même je si serai là c'était deux au jours, début, là. Oui, tu l'as reconnu, puis tu auras oui, donné la main, et on exact. t'aura vu avec le prochain premier ministre, on verra Oui. finalement. Ont-ils assez de charisme, l'un ou l'autre, pour Ah, ils sont prendre très la job? sympathiques en personne, mais je veux dire, c'est comme ça, les politiciens. Puis en plus, moi, j'étais tellement en anglais que je leur parlais au début en anglais. Hi, Mr. Carney, hi, Mr. Freeland. Non, non, il faut parler français, il faut parler français. Ben, mais j'étais un petit peu, je voulais leur retourner une certaine politesse, là, mais non, non, ils sont très sympathiques, ils étaient très relax entre eux, ils étaient prêts, et puis voilà, c'est la game politique, comme on dit. Maintenant, c'est le 9 mars qu'on le saura qui sera le premier ministre. C'est les gens qui décideront. Hein? Oui, exactement. Les gens du Parti libéral qui vont voter, oui. Ben, absolument. En tout cas, Oui. c'est un beau retour sur la scène politique que tu as fait. Félicitations encore. Et Merci. puis, au plaisir de se retrouver bientôt pour se OK. parler voyage et annoncer peut-être encore d'autres voyages où Pierre Jobin et Hélène, ta conjointe, pourront accompagner un prochain groupe, peut-être celui d'Asie dont on parle justement. Merci, Merci d'avoir François. été avec nous aujourd'hui. À la prochaine. Au À la revoir. prochaine et puis bonnes quelques jours de vacances entre-temps. OK, merci. Salut, notre ami Pierre, Pierre Jobin, qui est souvent accompagnateur sur nos groupes. On est bien fiers de ça aussi. Et puis, c'est un camarade de travail, finalement, qu'on a retrouvé dans ce poste important de modérateur du dernier débat du Parti libéral pour se choisir un chef. Évidemment, les élections auront lieu dans quelques jours. On arrête pour la pause, mesdames, messieurs, et de Stoneham au Québec avec Pierre, nous nous en allons maintenant à Tahiti, à Papette, où Nadia, une amie et une guide touristique, va nous parler de son pays absolument merveilleux, un paradis terrestre, celui de la Polynésie française. Tout de suite après la pause. Alors, on poursuit l'émission et on s'en va maintenant dans un petit paradis. Parce que vraiment, si le paradis terrestre existe, il est là. Et nous avons une amie, en plus, qui reçoit les Québécois lorsque nous y allons là-bas. Elle est guide touristique. Elle est plus que ça encore. C'est une amoureuse de ce pays. Elle adore
aussi recevoir les Québécois. C'est Mme Nadia Roustan. Et c'est notre amie, comme si on prenait un petit café au bord de l'eau, comme on l'a fait si souvent ensemble. Allons la retrouver à Tahiti maintenant. Il est à Pépette, quelque part, Papété. Madame Nadia Roustan. Salut, Nadia. Yorana, François. Quel plaisir Je de vous suis ravie. revoir. De vous revoir. Oui, moi aussi, je suis ravie de vous revoir en ligne avec vos amis québécois. Avec le beau chapeau, hein, la Ah couronne oui. qui, Alors, ici, on dit une couronne de tête. une couronne de tête, ben, c'est bien expliqué. Et puis, vous le portez souvent lorsque vous voyez les Québécois parce que ça fait très traditionnel du pays. Voilà, c'est ma signature en fait. C'est Voilà. votre signature, ben, c'est bien. Oui. Vous êtes là, évidemment, les gens entendent votre accent. Vous êtes une Tahitienne d'adoption, si je puis dire. Oui. Ah oui, tout à fait. En fait, moi, c'est Tahiti et moi, c'est une histoire d'amour qui a commencé lorsque j'avais 6 ans. J'ai mon parrain qui revenait de la Marine nationale. Il avait fait un petit contrat de 2 ans. Et il revient avec bien sûr des cadeaux pour sa filleule. Et parmi ces cadeaux, il y avait un moré, c'est un costume de danse tahitienne, vous savez, la Oui. petite jupe là, et un vinyle, à l'époque on appelait ça un vinyle, hein, de musique locale et de chant et de musique, voilà. Et je peux vous dire que ça a été une révélation, ça m'a tatoué le cerveau pour le reste de ma vie. Et plus tard, quand j'ai fait des études linguistiques, ça m'a permis de voyager. Et puis mon rêve ultime, c'était quand même la Polynésie. Et ce rêve, je l'ai réalisé en l'an 2000, au changement de millénaire. Et j'ai réalisé ce rêve en m'installant à Tahiti. Et voilà, et depuis, j'explore 25 les ans maintenant, archipels, vous êtes là. etc. Le temps passe vite, Nadia, Oh n'est-ce oui, pas? le temps passe vite, ça fait 25 ans. Je dis ça fait le quart d'une vie parce que j'ai signé pour être centenaire. Ah, c'est bien. Pouvons-nous signer le même contrat? Oui, oui, Et quand on vit au absolument. paradis, c'est jamais trop long. C'est vrai que le mot n'est pas trop fort. Lorsqu'on parle de la Voilà, Polynésie française en général, Tahiti, où vous êtes en particulier, ce sont des petits paradis. Moorea, à côté, Bora et tous les autres. tout à fait, tout à fait. J'allais vous en parler un petit peu, mais je vous laisse continuer, René. Qu'est-ce que vous Oui, vouliez, René, moi, pardon, François. oui, oui, mais j'ai compris, il n'y a pas de problème. C'est bien moi. Et je n'ai que des bons souvenirs de vous, soit dit en passant. Les fois où on s'attable, après avoir fait la tournée avec les Québécois, on prend un petit café et on boit Oui. un petit coup à côté de la mer. Il y a toujours la mer où vous êtes. Oui, ben, il faut dire que dans les îles, on est carrément entouré de la mer, hein, quel que soit l'endroit où on se trouve à Tahiti. Je dirais même sur le plus haut pic, on voit la mer de l'Orohena qui culmine à 2241 mètres. On n'est jamais très loin de la mer pour la simple raison, c'est que c'est une île, même si c'est la plus grande île de Polynésie française, elle ne fait que 1045 kilomètres carrés. Donc, c'est pas très, très grand. Si vous mettiez si vous assemblez toutes les îles de Polynésie et que vous vouliez en faire une seule pièce de terre, ça représente même pas la moitié de la Corse. C'est-à-dire qu'on est à 3700 kilomètres carrés, alors que la Corse fait 8000, vous voyez? Oui, ben oui. Donc, on est vraiment un tout petit lopin de terre comme je dis toujours, au milieu de notre énorme piscine, puisqu'on a une piscine qui fait 5 500 000 kilomètres carrés. Ah ben Donc c'est là, des c'est du chiffres géant. énormes. Parce qu'au niveau de la superficie terrestre, vous voyez, Oui, le Québec seulement, c'est plus d'1 500 000 kilomètres carrés. Donc, il peut rentrer 5 fois toutes vos îles dans le Québec. Mais on tout n'a à pas fait. cette chaleur et cette beauté, vraiment. Ça vaut tellement la peine que d'aller en Polynésie. Vous voulez que je vous dise combien il fait en ce moment? Allez-y, mais ça va Alors, nous faire mal au cœur. voilà, on a eu 28 degrés, donc on est à 1 degré au-dessus de la moyenne annuelle, mais 38 degrés ressentis. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans Papeete, vous cherchez un petit peu l'air conditionné et l'ombre. Oui, je Voilà. comprends. Mais C'est un bon, vous pays de connaissez vacances. Oui. comment? J'ai dit, c'est un pays de vacances, un pays de plage et de mer, Tout à fait, mais on est habillé très léger. il y a tellement d'autres choses à voir et à visiter lorsqu'on est à Papeete.
Exactement. Alors, savez-vous que Papeete, ça veut dire la corbeille d'eau? Parce que avant que Ah bon? les Européens ne s'établissent ici, et les premiers Européens, c'était les Anglais, hein, donc avant qu'ils n'arrivent ici au XVIIIe siècle, Papeete n'existait pas. C'était une ville qui était totalement, c'était un marécage en fait, plein de moustiques, et même les locaux n'auraient jamais habité là. Bon voilà, mais par le jeu de l'histoire, c'est devenu cette petite ville, pardon, bourgeoise qui est, assez, comment dire? C'est une ville qui n'a pas le look colonial à part, c'est plutôt un look tropical, voilà, avec, des Mhm. palmiers, une grande promenade, de chaque côté du bord, du boulevard de Pomaré IV, donc le nom de notre reine, et puis, des aménagements aujourd'hui plus ou moins, enfin plus modernes que dans l'ancien temps. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette petite ville qui ne fait que 20 000 habitants dans la nuit. Par contre, le jour, c'est un petit peu plus parce que tout le monde vient travailler, faire du shopping, etc. Donc, c'est une ville très vivante et on adore Papeete de toute façon pour tout ce qu'elle a à offrir. Voilà. Oui. Et puis les gens, alors une chose qui arrive tous les jours, c'est que vous entendez, enfin tous les jours, des centaines de fois par jour, Yaorana, Yaorana, Yaorana. Les gens ici disent pas seulement bonjour pour dire bonjour, c'est plus, en gros, je te donne la vie. Ora, ça veut dire vie en tahitien. Et donc, du coup, je te donne, je- nos vies se mélangent en fait. Et c'est pour ça qu'on se dit Yaorana toute la journée. Ah, c'est pour ça. Donc, c'est Avec plus le qu'un sourire, hein. bonjour. Avec le sourire, oui. C'est un peuple extrêmement accueillant, les Polynésiens. Vous aimez le Oui. monde. Alors, Vous- joyeux, très positif aussi, même si tout ne va pas bien, hein, on est comme partout ailleurs, la politique, l'économie, etc. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a ce côté résilient, naturel. Et quand je dis on, c'est parce qu'au bout de 25 ans, je suis complètement fondue dans cette façon de vivre. Et effectivement, même si chaque île a son caractère et sa propre énergie et son histoire, il n'empêche que là, il y a un tronc commun au niveau du caractère pour l'ensemble des Polynésiens, c'est cette gentillesse, cet accueil, ce sourire, cette résilience. Et aujourd'hui, on peut parler de bienveillance et d'empathie. Il y a énormément de ces choses-là dans le quotidien de chaque Polynésien, qu'il soit de souche ou d'adoption. Mhm. Parce qu'il y en a beaucoup, effectivement, d'adoption en plus. Hein? Alors, oui, oui et non. En fait, il faut savoir que euh, la, comment dire, la mixité, elle se fait déjà au niveau des îles ici. C'est-à-dire qu'il y a des Marquisiens qui sont mariés avec des Tahitiennes ou des gens des îles du vent avec des îles sous le vent. Il y a un petit peu un brassage au niveau des îles et ça, c'est très bien parce que ça permet justement au lignage de continuer. Ensuite, il y a effectivement une mixité qui s'est créée au travers du temps et de l'histoire avec les Européens, bien sûr en premier les Anglais. Il y a eu des Allemands, des Italiens, des Espagnols de Rapa Nui, donc de l'île de Pâques, et voilà, des mélanges interethniques dans le sud Pacifique, on va dire. Et aujourd'hui, on voit même une communauté japonaise, thaïlandaise s'installer sur Tahiti. Ça me fait penser un petit peu à la Réunion, si vous connaissez la Réunion. Oui, oui. C'est un Oui. petit peu, voilà, cette mixité ethnique qui fait qu'il y a une culture très très riche en fait, voilà, au fil du temps. Ouais. Culture et tradition également. Et tout le monde Oui, parle français. C'est merveilleux pour nous, les Québécois, d'arriver oui, chez vous dans un petit paradis où on parle notre langue. oui. Et en plus, là, vous parlez à une amoureuse du français. Moi, je suis vraiment une amoureuse de notre langue. Je suis une inconditionnelle, on va dire, de l'écriture et de la littérature française. Oui. Euh, je je suis pas toujours acceptée comme prof de français parce que je suis exigeante, mais en dehors de ça, je veux dire, j'adore cette langue et ça me permet justement de cultiver cette relation avec vous, mais pas que, avec tous les francophones que je rencontre. Oui. Et voilà. Et parallèlement, j'ai quand même développé aussi des facultés linguistiques et aujourd'hui, je comprends le tahitien. Je le parle pas complètement, mais je le comprends bien. Mhm. Voilà. Il y a plusieurs personnalités qui ont choisi, comme vous, de vivre là-bas. Des gens qu'on a bien connus, qui sont malheureusement disparus. Je pense à Joe Oui. Dassin, où je Ah, vais Joe, toujours pas c'est rétro complètement dans décalé. parce que
C'est vous qui m'avez emmené la première fois dans ce restaurant où il est C'est décédé, vrai, c'est malheureusement, vrai, c'est juste vrai. front de mer, qui s'appelle le Bar Le Rétro rétro? maintenant, Le rétro, le oui, Rétro, tout à voilà. fait. Oui. Et sur les marquises, évidemment, Oui, Jacques Brel, qui avait choisi Jacques Brel, également la oui, Polynésie pour terminer. oui. Tiens, pour la petite histoire, je suis allée voir, je suis allée à Hivaoa dernièrement avec la Ranui. Donc, c'est une manière aussi de visiter les îles, surtout des Marquises. Et puis, il y a quelques petites escales au passage au Tuamotu. Et c'est vraiment une expérience à vivre. Et j'ai été très impressionnée. Je suis restée un bon moment. Bon, comme il avait plu, ça m'a servi aussi. Je suis restée un bon moment à côté du Jojo, de l'avion donc L'avion de de Jacques Jacques. Brel. Ouais. Et comme il y a de la musique qui passe dans son musée, etc., c'était très impressionnant. J'ai été très, très touchée par ce De moment-là. l'entendre chanter, oui, en Ah plus. oui, complètement. Et dans ce hangar, en fait, pour le Jojo, là, et c'est vrai que je me sentais un petit peu en communion quelque part, je lui parlais, je disais, bah écoute, t'as laissé quand même des belles traces ici aux Marquises, et puis sa chanson, Les Marquises, elle est prenante. On peut Absolument. pas C'est son résister. dernier album qu'il a fait juste avant de mourir. Voilà, exactement, Ouais, ouais, exactement. ouais. Et Ouais, puis, il y a le cimetière également. On tout peut à se fait. recueillir sur sa Oui, tombe. oui, oui. Moi, à chaque Alors, fois que j'y vais, ouais. voilà, la Ranouille offre le temps de l'escale de suivre les guides qu'ils ont à bord, des guides qui sont accompagnateurs et animateurs et qui vont vous emmener justement. Donc, il y a une petite balade à faire. C'est sympa, hein, si vous ne marchez pas trop, il faut des bâtons, mais sinon, parce que ça grimpe un petit peu, mais ça dure pas très très longtemps. Et c'est vrai que c'est une jolie balade à faire qui finit par le cimetière où on va voir la tombe de Gauguin et de Jacques Brel et ensuite donc descente au musée, etc. C'est vraiment pour moi, ça a été un moment particulier. C'est une de ces parenthèses que j'adore. Oui. C'est loin de Papeete, cependant, comme dans les 1 500 kilomètres. C'est ça, tout à fait. C'est 4 heures de vol. Mais après, il y a beaucoup, pour aller directement sur l'île de, où se trouve la tombe de Jacques Brel, effectivement, il y a différentes possibilités. Pour moi, j'ai pris la Ranouille, c'était facile puisqu'on faisait escale. Mais c'est vrai que lorsqu'on prend l'avion, c'est voilà, c'est 4 heures à peu près, hein, je crois pas me tromper en disant il y a entre 3 heures et 4 heures de vol. Voilà. Absolument, oui. Donc, il y a les Marquises, il y a toutes Oui, les îles de la Société. Évidemment, Bora oui, Bora est très connu, très touristique oui, également et toujours très joli. Moorea, oui, que j'aime personnellement oui. beaucoup, qui est pas Oui. loin, ça, c'est quoi, 17 Ah ben, c'était kilomètres? une demi-heure de ferry. Voilà, Une 30 demi-heure de minutes de ferry de ferry. chez vous, oui, c'est à côté. Mais ce sont chacune d'elles des îles qui offrent des choses différentes l'une de l'autre. Complètement, complètement. Ouais. Alors, dans les îles de la Société, donc l'archipel de la Société, c'est un des 5 archipels de Polynésie française. Il est divisé en deux. Il y a les îles sous le vent et les îles au vent. Et donc, nous faisons partie de cette partie de l'archipel qui concerne Moorea, la petite île de Mayao à côté, et enfin Tetiaroa, l'atoll de Marlon Brando. Et lorsque l'on regarde un petit peu plus loin, donc vous avez Huaïné, ça c'est mon île de cœur, et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette île-là. Huaïné, c'est le Tahiti d'il y a 40-50 ans. Donc, Oui, il y a 6000 habitants et c'est vraiment un rythme beaucoup moins effréné que celui qu'on a ici sur l'île principale où il faut reconnaître c'est le poumon économique et donc plus de monde, plus de voitures, etc., etc. oui. Il y a Wainé, ensuite, donc Wainé se trouve à 40 minutes de vol de Papeete. Après, à 1 heure de vol, vous avez des îles comme Bora Bora, Raiatea, Taha, Maupiti. J'aime beaucoup Maupiti aussi parce que ça ressemble à Bora Bora d'il y a quelques décennies aussi. Euh, on, on voit bien l'impact du tourisme hein, sur les îles et ça a deux côtés, bien sûr, comme partout ailleurs, le côté positif et négatif. Et c'est vrai qu'on aime bien retrouver les îles des temps anciens parce que on va à un rythme moins soutenu, Oui, où il y a oui. moins de voitures, etc. Quoique, là, je parle de Bora Bora où on n'a pas tant de voitures que ça. C'est une île qui fait 32 kilomètres de tour. Donc, vous voyez, c'est pas très grand. C'est pas très grand, c'est ça. Puis il y a Voilà. des îles où on peut aller
faire le sport, se baigner sur les motos et tout ça. Tout à Je fait, pense à tout à fait. Riata, par exemple. Il me semble que j'avais fait Comment? une escale. euh, Ria, Non, Rayatea, Riatea, Rayatea. oui. Alors, Rayatea, c'est l'île sacrée. C'est une île qui allie la nature et la culture. Rayatea, c'est l'endroit, on l'appelle l'île sacrée parce que c'est une des îles qui a été les premières habitées par les Polynésiens quand ils sont arrivés en 300-400 après Jésus-Christ. Donc voilà, après un long voyage, un long périple, mais je vous en dirai plus, hein, je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Je vous Non. dirai plus quand on se verra. Et donc, après un long périple, ils s'arrêtent sur Rayatea. Ils vont vivre là quelques siècles et ils vont reprendre la mer à nouveau pour découvrir plus tard Tahiti et Moorea. Donc, Rayatea, c'est pour ça qu'on l'appelle l'île sacrée. Elle a un marae, c'est-à-dire un espace rituels, pour les cérémonies. Je n'aime pas le mot temple parce qu'il n'y a pas de toit, enfin, c'est pas un temple comme nous, on a l'idée en Europe. C'est vraiment un espace communautaire avec des pierres plates qui invite en fait à la réflexion, la méditation, la communion avec les ancêtres, etc. Donc c'est un haut lieu de culture. À Par ciel contre, ouvert. À ciel ouvert. voilà, et Rayatea, complètement à ciel ouvert et bord de mer. Et Rayatea est une île haute aussi, donc du coup, on peut faire beaucoup de randonnées. Aujourd'hui, on a développé sur les îles de Tahiti et enfin de Polynésie française des circuits en vélo assisté électrique, parce que je peux vous dire que les montées à 20-25%, il y en a quelques-unes, donc il vaut mieux être un peu assisté. Mais ça peut être super sympa de faire le tour d'île comme ça avec des vélos et voilà, se suivre comme des petits canards sur la route ou sur les sentiers. Ça peut être très sympa. Donc voilà, ce sont quelques attractions de Rayatea. Il y en a plein d'autres. Mais Voilà. c'est pour dire toute la diversité d'un voyage en Ah, on Polynésie s'ennuie pas française. chez nous. On ne s'ennuie pas chez vous. Les gens sont gentils. Il y a un Oui. beau shopping à faire. La gastronomie française. On s'ennuie pas et en plus on mange bien. On mange très bien en Tahiti, Et oui. on commence à très bien boire parce que vous savez que la seule vigne au monde qui fait 2 récoltes à l'année se trouve sur Rangiroa, donc le plus grand atoll de la Polynésie française, le deuxième plus grand atoll du Pacifique Oui. et je dirais du monde. Et donc, du coup, cette culture a été faite, elle a été positionnée sur l'île de Rangiroa après multiples essais ailleurs, il y a une vingtaine d'années et aujourd'hui, on récolte 2 fois l'an du vin qui est décliné en rouge, en blanc et en rosé. Personnellement, je préfère le rosé bien frais, c'est super sympa. D'ailleurs, la prochaine fois, il faut on teste ça, cher François. Ensemble. Ben oui, ben pourquoi pas. Voilà, Et puis, en terminant, eh bien, je ne veux pas vous oublier les lagons bleus. C'est c'est ça, 14 tons de turquoise différents que l'on peut exactement. retrouver dans votre mer. Ouais, tout à fait. Moi, je dis toujours 50 nuances de bleu parce que franchement, quand on aime les camailleux de bleu, j'aimerais pouvoir être peintre et reproduire ce que je vois tous les jours. Ça donne vraiment envie. Moi, je le fais, je reproduis avec mes mots puisque j'ai l'intention de finir ma vie comme écrivaine. Mais c'est vrai que les mots ne représentent, enfin, j'essaie de représenter ces bleus, mais c'est tellement vaste, tellement Oui, diversifié. Dans un tout petit espace, vous pouvez déjà avoir 10 sortes de bleus. Voilà, plus le ciel qui se reflète, c'est juste magnifique. oui. Donc, j'allais y venir parce que quand on visite, par exemple, les îles de Bora Bora, de Maupiti, de Taha, de Raiatea, on est face à ce bleu qui vous enveloppe complètement. Voilà. Hmm. Et il est en contraste avec le vert des cocotiers, de tous les palmiers, les bananiers qui poussent sur les montagnes. Et donc, du coup, il y a ce contraste qui vous attire. On a parfois des îles qui sont aux couleurs émeraude. Donc, avec le contraste du bleu turquoise, c'est juste magnifique, c'est sublime. Voilà. Oui. Parce que Bon, ce bleu dont vous parlez, même nos images qu'on rapporte à la télévision, encore moins les mots, rien n'est semblable que de le voir pour de vrai, comme vous avez la chance de le faire et comme on l'a aussi quand on va chez vous en Tahiti. C'est tout à ça qu'il fait, faut faire. tout à fait. Allez vous voir pour Oui, vraiment réaliser les lagons bleus et oui.
ces teintes de bleu et de turquoise absolument magnifiques qu'aucun film, aucun documentaire, aucune image ne peut vraiment Il faut le nous vivre montrer. Il et faut le j'ai vivre. pour habitude de dire en fait que si vous venez avec un esprit ouvert, que vous vous laissez porter par la culture locale, que vous rencontrez des gens, il faut aller à la rencontre des habitants, il ne faut pas rester seulement dans les hôtels de luxe. Et puis on a même des pensions de famille qui répondent vraiment à la demande des touristes de quelque horizon qu'ils soient. Et donc goûtez la cuisine locale, découvrez les îles moins touristiques et surtout prenez le temps. Ici, vous ne visitez pas, vous vivez l'instant présent. Et lorsque vous repartez avec une expérience, une Mm. immersion totale dans la culture et vous allez rencontrer les gens d'ici et vous allez forcément vous sentir comme un petit bout de famille ici que vous laissez derrière vous. D'ailleurs, si vous veniez dans nos îles, vous allez voir, que ce soit à l'aéroport ou même sur le quai, il y a souvent des boîtes de Kleenex, enfin de Oui, mouchoirs qui circulent parce que les au revoir sont terribles. c'est vrai, c'est vrai. On a On tous laisse la une larme à partie de son l'œil. cœur. Oui, oui, le cœur pleure lorsque nous quittons Tahiti. C'est pour ça qu'on y retourne le plus Mais souvent oui, c'est pour possible. Alors, on y retourne encore cet bientôt, automne, bientôt. bientôt, bientôt, avec Ah vous. super, Vous j'ai allez hâte, nous j'ai attendre. hâte. Des fois, on le fait en croisière. Autrefois, on Oui, le fait en séjour également, euh, oui, où on a plus le temps encore d'apprécier les îles. exactement, Alors, de toutes les exactement. façons, le voyagiste y va. C'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui. Et je voudrais Ah terminer, c'est Nadia, en vous oui, remerciant d'abord de votre disponibilité, parce qu'on est quand même à 5 heures de différence de décalage d'heure. Et puis, oui. vous donnez la possibilité d'inviter mes Québécois qui voyagent avec nous d'aller vous voir. Vous les attendez là-bas. Alors, à Tahiti, on fait ça. Oui. Ça veut dire, on embrasse, mais aussi on invite. Ça veut dire Haere mai, venez. Venez à notre rencontre. Pas seulement la mienne, bien sûr que je serai avec plaisir votre guide, comme depuis quelques années avec Mhm. vos Le voyagiste. voyagistes hein, du Québec, c'est ça? Exact. Mais aussi, venez voilà, avec votre bonne humeur, avec votre culture aussi, et vous allez rencontrer des gens authentiques, généreux. Et voilà, venez vivre votre expérience surtout, votre expérience polynésienne. Et je suis sûre que vous vous rappellerez cette conversation-là et vous direz, eh ben voilà, elle avait raison, je l'ai vécu et je suis heureux. Tout simplement. Ben, c'est une belle invitation, Nadia. Je vous embrasse tendrement. Je Moi vous dis à aussi. bientôt. Et À puis, bientôt. profitez de votre petit paradis en attendant que nous arrivions, nous aussi, pour le faire. Voilà, ben moi aussi, puis j'ai hâte de vous rencontrer. À très bientôt et très bonne journée, François. Merci. Au revoir, Nana, comme on dit Nadia. à Tahiti. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Et au revoir. Voilà, Nadia Roustan, cette dame du monde touristique là-bas, qui est notre amie, notre guide et qui vous accueille quand vous venez avec nous en groupe dans ce pays magnifique, dans ce petit paradis. S'il en existe un, je le disais en début, sur cette terre, c'est là qu'il est. Alors, je pense qu'une fois dans sa vie, si, évidemment, le temps et l'argent et ce qu'il faut nous permettre d'y aller, il ne faut pas manquer notre coup. On va faire une pause avant de se dire le mot de la fin. Merci à Nadia. Et puis, au plaisir de vous accompagner et de vous la présenter sur place, là-bas, à Papeete, à Tahiti. Ben, c'est là-dessus qu'on va se laisser, mesdames, messieurs, pour une autre émission d'aujourd'hui à Télémag. Je voudrais cependant vous rappeler que tantôt, j'ai manqué de temps un petit peu en début d'émission. Il me reste quelques minutes. Le 5 mars, en 1658, c'est une vieille histoire, vous me direz, mais elle est quand même intéressante. Antoine Laumet de la Motte Cadillac. Tout un nom, hein? C'était un soldat, un explorateur. Il avait servi en Louisiane à l'époque, dans la vente de la Louisiane. Et il a fondé la ville de Détroit. Alors, vous savez pourquoi, vous me voyez venir. Pourquoi?
à Détroit, quand on a sorti la voiture de luxe et General Motors, ils l'ont appelée Cadillac, du nom du fondateur de la ville de Détroit. Alors voilà pourquoi, à l'époque, conduire une Cadillac, dans ma génération à moi, quand j'étais jeune, quelqu'un qui avait une Cadillac, c'est parce qu'il avait beaucoup d'argent. Ou voulait montrer qu'il y en avait, même s'il n'y en avait pas. Mais c'était la voiture de luxe, comme aujourd'hui une belle Mercedes ou une BM. Il y en a d'autres, il y a des Ferrari, il y a toutes sortes de choses. Mais à l'époque, d'ailleurs, c'était une expression, t'es bien parti, là, tu vas faire un bon succès. Il disait, tu peux être sûr, t'es en Cadillac, là. Vas-y, pas de problème, t'es en Cadillac. Ça voulait dire, t'es en sûreté et en sécurité, parce que c'était vraiment la voiture par excellence à l'époque. Mais ça vient du fondateur de Détroit, donc cet homme, ce soldat et ce Français d'origine explorateur. Dans le monde showbiz, en 1963, également un 5 mars comme aujourd'hui, un crash d'avion. La mort à Camden, c'est dans le Tennessee, d'une chanteuse, elle n'avait que 31 ans, je pense, à l'époque, et elle s'appelait Patsy Cline. Patsy Cline, elle avait eu plusieurs succès, notamment Crazy, comme dans le film là, que vous avez vu, Crazy, le film québécois. Et c'était une chanson qu'un jeune auteur-compositeur lui avait proposée. Il n'avait que 20 ans à l'époque, il en a 88 aujourd'hui. C'était Willie Nelson, le countryman avec les deux tresses, hein, ce vieux country chanteur que j'aime particulièrement et très bien. Il avait écrit Crazy, qu'il chante encore, et elle en a fait un succès mondial. Et elle est morte quelques mois après d'un crash d'avion, donc la mort de Patsy Cline aujourd'hui. Voilà, là, on a vraiment fait le tour de la question, ou à peu près. Dernière chose, en 1800, le 5 mars, il y a un gars qui a inventé une nouvelle unité énergétique. C'était la pile électrique. Et il s'appelait M. Volt. Alors, c'est devenu très célèbre, Volt, comme dans voltage. Voilà pourquoi on dit en haut voltage. C'est parce que c'est Volt qui avait inventé en 1800, aujourd'hui, la pile électrique. Salut tout le monde! À demain pour la prochaine de notre podcast à Télémag. Au revoir. Cette émission vous a été présentée par le Voyagiste de Québec et Voyagiste USA.